Ça fait beaucoup de vie. Ça fait 50 ans. Je suis arrivé en France en 71. Je viens du Maroc et je suis un enfant rural, très pauvre. Et très tôt, une maîtresse nous parle de Victor Hugo et de Besançon. Et très tôt, je fais le vœu d'aller vivre à Besançon. Et je vis à Besançon. Et je suis arrivé en 71. Voilà, un peu pour faire court. Et donc j'ai vécu à Besançon, un peu à Dijon, à nouveau à Besançon. Et puis beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, donc je crois que c'est au début des années 80, je suis venu travailler à Montbéliard sur un projet du ministère de la Culture pour aider les migrants à s'organiser en structure laïque et autonome des amicales et des États. C'était juste dans la foulée de l'élection de François Mitterrand. L'idée, c'était de dire on va rendre les immigrés français, enfin, je veux dire, de France. Et donc, on va les rendre indépendants des amicales, on va les rendre indépendants des religions, trop d'identités, et on va surtout les rendre aussi revendicatifs par rapport aux employeurs, comme Peugeot, Renault et tout. Donc, il y a eu quelques-uns comme moi. Je crois qu'on était 3 ou 4 en France, et moi, je suis venu dans le pays de Montbéliard. C'était pas du tout facile pour moi, parce que je n'avais jamais rencontré des prolétaires, des ouvriers. Moi, je viens d'un monde rural très pauvre, et j'avais vu un peu des mineurs de fond et tout, comme ça, dans une période où j'étais agitateur, j'aimais bien, dont je me souviens, avec plaisir. Et du coup, ici, je rencontre ce qu'on appelle la classe ouvrière. C'était vraiment un choc. Donc, j'ai 9 ans, je vis à la campagne, je suis pieds nus, j'ai des poux, et la maîtresse nous lit un poème de Victor Hugo, et elle nous dit qu'il est né à Besançon, et la maîtresse française, qui avait 20 ans, pleurait en lisant ce poème de Victor Hugo, et j'ai demandé c'est quoi, et elle dit Besançon, c'est la ville natale, c'est une ville. Et je m'étais fait le vœu d'aller rencontrer Victor Hugo, Cosette, Jean Valjean à Besançon. J'avais fait ce vœu à 9 ans. Et après, j'ai fait des études. Et quand j'ai eu mon bac, je suis venu choisir les seules études que je pouvais faire à Besançon, c'était prépa HEC. Donc j'avais mon bac, j'étais brillant, et donc je pouvais choisir toutes les villes. Et j'ai eu Paris, Clermont et Besançon, au cas où Besançon ne m'accepte pas, et je suis venu à Besançon. Et quand même costaud. Voilà. Je parle de tout ça dans un roman qui s'appelle Au Besançon, où je raconte ça dans le détail. Et c'était très très choquant parce que le lycée, je l'ai fait à Casa. Donc Casa est une grande ville, blanche, lumière et tout. Et je suis arrivé à Besançon, vieille ville espagnole. Mais vraiment, c'était comme dans le roman. Comme dans le roman du Rouge et le Noir, de Stendhal. En première, quand j'étais en première, il y a eu le Rouge et le Noir, le film, avec Gérard Philippe. Et on avait lu le roman, et je suis allé voir le film de Gérard Philippe, et ça a confirmé que ma destinée, c'était d'aller vivre à Besançon. C'est uniquement ça qui m'a fait venir à Besançon, et qui m'a fait rester à Besançon. Uniquement ce vœu que j'avais fait à un petit garçon de 9 ans, et que voilà. D'abord, je suis venu dans le pays de Montbéliard sur un projet du ministère de la Culture. Avant les associations, c'était des animations scolaires. Et apporter des cultures d'origine étrangère dans les écoles, à travers le conte, à travers plusieurs choses, le livre, à travers le dessin, à travers tout ça, quoi. Et on avait beaucoup, beaucoup d'argent par rapport aux gens qui étaient ici, les autres qui agissaient. On avait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'avais fait intervenir des artistes de talent et tout. Et le travail avec des élèves des Buis, de Champvallant, des Champs-Montants, de Montbéliard, mais je ne me rappelle plus si c'est la Petite Hollande ou pas. On avait fait un travail sur l'habitat, un travail artistique, qui a été à Beaubourg, qui a été exposé, le travail d'ici a été exposé à Beaubourg, au centre Georges Pompidou. Voilà.
inutile de vous dire qu'aucun maire d'ici n'est jamais allé voir l'expo, et encore moins à l'inauguration de cette expo au Centre Georges Pompidou. Donc c'était un travail que j'aimais beaucoup, 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 avec les gosses, les contes, les histoires. Ça me fascine toujours, d'ailleurs, je travaille sur ça. Ça, c'est le premier volet d'approche d'ici. Et le deuxième volet, c'est vraiment, je suis chef de projet pour aider les migrants à se structurer en association autonome, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, ce n'était pas du tout facile, parce que je suis d'origine marocaine, mais je travaillais avec les Marocains, les Portugais. J'ai des souvenirs de Portugais à Audincourt, magique. Des Espagnols, Soleil d'Espagne, pareil aussi, c'était magique. Des Yougoslaves, ex-Yougoslaves, des Turcs. Voilà. Et donc j'arrive, moi, qui ne connais pas le monde ouvrier, et je rentre dans ce monde. J'avais un immense avantage sur les Français, c'est que je venais d'un monde rural qui ressemble au leur. Donc même si c'était des prolos, c'est des gens d'origine rurale pour beaucoup d'entre eux. Donc toutes mes références étaient comme les leurs. Et évidemment, quand j'arrive, je suis intellectuel, je viens de Besançon déjà. Je ne sais pas où en est l'animosité vis-à-vis des Byzantins, mais c'était très très fort à l'époque. Et d'autant plus que je ne voulais pas habiter tout de suite ici, enfin bref. Et les syndicats qui voyaient qu'on leur arrache leurs militants, ils pensaient que je faisais un travail communautariste pour arracher les militants syndicalistes aux syndicats. Je ne parle que des Marocains et des Turcs aussi quand même, il y a eu des violences. Donc les syndicats, c'était très très violent vis-à-vis de ce que je voulais faire. Je n'avais pas non plus pris la précaution d'aller m'expliquer longuement avec eux et tout. Donc, c'était vraiment très 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 violent. J'ai vécu des violences de la gauche très fortes, la gauche officielle, élue. Il y avait un seul personnage, et je dois le dire, qui m'avait tout de suite parrainé, c'était Paganelli et Georges Minasi. C'est les deux personnes qui sont installées ici, enracinées, costauds, qui disent on ne touche pas à Kermodi. Sinon, c'était très compliqué. Quand je dis je suis athée, j'avais écrit ça, c'était publié, je n'en rajoute pas. Et on avait écrit des rapports que j'étais un intégriste musulman. Bref, c'était quand même très très compliqué avec le monde ouvrier. Mais bon, au bout de 2 ans, j'avais ma place. Donc ça s'est bien passé après, avec tout ça, tous les autres élus, je ne vais nommer personne, mais après Paga, d'autres élus, j'ai eu de bonnes relations avec d'autres élus. J'allais dans toutes les fêtes avec ma femme et ma fille, à l'époque j'avais qu'une petite fille, et aussi bien chez les Portugais, chez les Turcs, chez les Espagnols, chez les Marocains, chez les Tunisiens. Dès que je rentrais là-dedans, quelqu'un prenait en charge ma fille. Et plusieurs fois, le soir, je ne savais plus où elle était. Mais je savais qu'elle était dans une famille et que demain, on m'appellerait pour... Je me souviens une fois, ma femme, on a fait le tour de la petite Hollande pour trouver notre fille, mais on ne la trouvait pas. Mais on savait qu'elle était chez des gens qui nous aimaient et qu'on aimait. Donc ça, c'est un côté très fort pour moi, ce côté presque sanguin, familial, cette intégration que j'avais dans le monde ouvrier très, très, très forte. Et moi, je n'ai jamais été en vue, je veux dire, dans ces associations. Je ne prenais pas la parole, je faisais leurs projets. Je suis bureaucrate, je faisais les demandes de subventions. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient 20 000 francs chacun, par an, garantis par le Fonds d'innovation culturelle, par le ministère de la Culture, par mois. Donc c'était quand même costaud, tout ça. Ils faisaient des soirées, les Turcs surtout, les Portugais, les Espagnols et les Marocains, les 4, ils faisaient des soirées au champ de foire. 1000 personnes étaient là dans le champ de foire. Gosses, familles, tout. C'était vraiment très, très émouvant. D'abord, il y a Radio Amitié. D'abord, il y a la création de Radio Amitié. Je vous dis ça en 5 minutes, mais c'est plus émouvant que tout. Il y avait un camarade qui était un syndicaliste de CFDT de Peugeot, Naïm, qui est décédé,
qui travaillait aussi avec la JOC, les mouvements chrétiens. Donc il avait vraiment une présence très forte dans le pays de Montbéliard, mais qui était bricoleur. Et on est devenus amis, lui et moi. Je veux dire, on était tellement amis qu'on allait en boîte, en Suisse danser, à Delémont-Porrentruy. Donc des autres, c'est lui qui était mon intime. Parce que c'est l'époque des radios libres, enfin, c'était interdit. Et il regarde la table de mixage et tout, il était fasciné par ça. Et j'avais aucune idée. Et il se retourne et il me dit, mais pourquoi on ne fait pas une radio à Montbéliard? Je lui dis, avec quoi tu vas faire une radio? Je ne sais pas. Et les gens nous entendent de Radio Bip, les amis qui me connaissaient, parce que je les connaissais, ils disent, ah, mais on a un vieil émetteur, on peut vous le donner. Et Mohamed dit oui. Moi, je fais comme ça, Mohamed dit oui. Et on monte dans un grenier. Mohamed dit, je sais faire. On ramasse ça, on revient, on met ça dans la voiture et on rentre. Et puis, je ne sais pas, au bout de 2, 3 ou 4 semaines, il me dit, ça marche, ça y est, j'ai tout monté et tout. Donc, on y va, on est complètement scotché, on est bouleversé par ça. Mais voilà. Mais quand même, je n'ai pas confiance parce que, voilà, c'est un prolo. Quel rapport il a avec la technique de la radio, c'est quand même... Donc je vais chercher un copain qui s'appelait Gigi, je ne me rappelle plus, qui était technicien à Radio Belfort. Je vais le chercher, je le ramène dans le salon, et il vérifie. Et il me dit, ah oui, mais... Il dit à Naïm, Mohamed, il lui dit, vous avez vérifié que c'est au quart des ondes. Enfin, il lui dit des formules comme ça. Mohamed, il dit non. Et alors, il vérifie tout ça, il vient vers moi, Vivi, qui est très mignon, très gentil et tout, très tendre, et il me dit, non, ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Parce que je me suis dit, il va améliorer ça, il va venir stabiliser, améliorer. Il me dit, non, ça ne peut pas marcher. Et Mohamed lui dit, mais si, ça marche. Et il se marre, il dit, oui, ça marche ici, quoi. Et Mohamed lui dit, mais non, à Bavant, les gens captent la radio. Il dit, comment ça? Il dit, à Bavant, les gens captent la radio. Donc c'est quand même à plusieurs kilomètres. Et Vivi reste comme ça, scotché. Je lui dis, Vivi, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Parce que j'ai quand même envie. Vivi dit, tu touches à rien. Vous touchez à rien. Voilà comment la radio Amitié a commencé et ça a bouleversé la donne. Ça a vraiment bouleversé la donne à l'époque parce qu'il n'y avait ni Internet ni rien. Moi, j'animais des émissions sur les femmes, sur la religion, sur le syndicalisme. Donc, tous ces grands syndicalistes qui m'avaient humilié avant passaient dans mes émissions pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, ils transpiraient parce que ce n'était pas moi qui posais les questions. C'était des centaines de gens. Il y avait 3 lignes téléphoniques. Et les 3 lignes, je vous dis ça et j'arrête. Il y avait 3 lignes téléphoniques quand c'est cette émission Débat ouvert. Et il y a 3 personnes. Et il le combinait comme ça, hein, donc on n'avait pas le portable, et c'est posé sur raccroché. D'accord? Le doigt est posé sur les petits trucs, les 3. Et il y avait quelqu'un qui... Moi, je faisais l'animation au niveau du débat, mais il y avait quelqu'un qui me dit, à toi, il enlève, il y a quelqu'un. Et quand il finit, il remet le doigt, et à toi, il enlève, il y a quelqu'un. Quand il finit... C'était quand même émouvant. Donc tous ces gens-là sont venus. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une grande conciliation de ce mouvement ouvrier migrant avec les élus locaux. Il y a vraiment une très, très grande consolation. Il y avait une très grande réconciliation avec l'ensemble du mouvement ouvrier français ici, représenté par les élus, les syndicats, surtout que tous ces élus-là, pas mal d'entre eux étaient d'origine étrangère. J'ai parlé de Minasi, mais Castioni, à Belfort Ravioli, etc. Donc voilà, il y a eu vraiment un très bon contact. Et très vite, au bout de 2 ans, donc c'est très vite, je suis aspiré par un énorme, je suis intellectuel de formation, je suis inspiré par un énorme projet, par Belfort, avec la possibilité de faire un énorme projet que moi, je devais monter, la Maison de Méditerranée, le projet Maison de la Méditerranée. Donc je suis allé à Belfort et là j'ai eu d'autres moyens et j'ai eu une grande confiance des élus, PS,
Chevènement, Dreyfus-Schmidt, tout ce monde-là, Forny. J'ai vraiment une très très grande confiance là-bas de leur part qui m'a vraiment mis à l'aise. J'étais bien payé, ce que je voulais. On faisait venir les plus grands conférenciers du monde. Je sais pas moi, on faisait venir Youssef Chahine avec une rétrospective pendant une semaine. Tous les grands conférenciers passaient dans les lycées. Ils venaient donner une conférence à la Tour 41, ils allaient dans les lycées. Voilà. Et des fois, ces conférenciers, ils faisaient des interventions. Je gardais dans le pays de Montbéliard. Moi, je me souviens, une grande dame féministe marocaine, une des grandes dames féministes marocaines, rencontre quelque chose comme 50 ou 60 femmes maghrébines dans une salle de la MJC du Buis où les femmes avaient installé par terre. Et les femmes avaient demandé qu'il n'y ait pas d'hommes. Et évidemment, donc, il n'y avait aucun homme. Mais moi, je n'étais pas considéré comme un homme. J'étais là. Donc, moi, j'étais le seul. Et pour les femmes, c'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà. Et donc, je suis allé à Montbéliard. J'ai fait une carrière de 18 ans là-bas sur des très, très gros projets de coopération décentralisée, d'expo. On était jumelés. On avait une convention avec l'Institut du monde arabe. On avait une convention avec la Bibliothèque nationale de France. On avait vraiment des liens très très forts. Et tous les grands conférenciers, écrivains qui écrivent sur les questions de l'islam, de la Méditerranée, de la Turquie, tous ces gens-là sont venus parce que Chevènement jouait le jeu, il les invitait lui-même, mais aussi parce que j'avais pris la précaution que le président d'honneur fut Jacques Berck, l'un des plus grands orientalistes de France, encore en vie à l'époque, et qui vivait dans les Landes. Et donc, quand les gens voyaient président d'honneur Jacques Berck, tout le monde rappliquait d'Égypte, du Liban, d'où on veut. Il y avait Georges Corbe qui était ministre, des Algériens ministres, tout ce monde-là venait quand il voyait Chevènement et Jacques Berck, pas pour mon nom à moi, mais voilà. Donc je me suis vraiment éclaté, en gardant un lien très fort avec le pays de Montbéliard. J'avais aussi un engagement, moi je suis engagé très jeune, depuis l'âge de 16 ans. J'avais été dans des structures islamiques radicales quand j'étais petit, parce que ma région est comme ça. Et puis à 14-15 ans, j'ai rompu violemment avec tout ça. Et j'ai eu un engagement d'extrême gauche radicale très fort, d'emblée, que j'ai gardé. Une très forte radicalité que j'ai gardée tout le temps, que je garde toujours. Et d'ailleurs, quand un grand militant marocain, Abraham Serfati, qui était, qu'on dit juif marocain, mais qui est marocain, quand il est expulsé par Hassan II, quand il arrive en France, la première chose qu'il fait, il vient me rendre visite ici. Donc, pour vous dire, je suis allé lui rendre visite et je l'ai invité à rencontrer les gens. Donc, il est venu ici. Il s'est baladé à Audincourt, dans le marché d'Audincourt. À l'époque, il était très arabe. Et je vais vous dire une chose, avec Naïm est grand et Serfati sont grands. Et pendant qu'il marchait, Naïm le présentait. Donc, on était très menacés par les amicales et tout. Moi, je m'en fichais parce que j'étais exilé, ça faisait longtemps que je ne rentrais plus. Mais eux, chacun doit prendre ses responsabilités. Et Naïm et Rachidi, qui sont grands, le baladaient, et surtout Naïm, et il présentait Abraham Serfati au prolo qui était là. Et les gens lui disent « c'est ton père ». Il dit « c'est mon père, c'est ton père, c'est le père de tous les Marocains ». Quelqu'un lui dit. Et quand il dit Abraham Serfati, eux qui sont musulmans, lui qui est juif, les gens lui baisaient l'épaule. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Abraham en pleurait, traversait le marché en pleurant à cause de ça, parce que, je veux dire, les musulmans ont une arrogance vis-à-vis des juifs, comme si les juifs étaient pas propres et tout. Comme, voilà, c'est le statut des juifs est un statut inférieur, même s'il n'y a pas eu de pogrom autant qu'ici et tout, mais bon. Et voilà. Donc j'avais cette radicalité-là, que j'avais gardée dans des structures marocaines, à l'échelle nationale et européenne, mais aussi, comme j'étais intellectuel et que j'écrivais et tout, donc je faisais partie des structures nationales françaises, parce que très vite je me suis identifié à l'idée de m'enraciner et d'aider les gens à s'enraciner.
j'avais fait un mémoire de sociologie sur l'enracinement, pour dire il faut s'enraciner, prendre racine. Je reviens de Strasbourg, je suis allé à Strasbourg pour une raison, et j'ai retrouvé des militants qui me rappelaient combien on me blessait, parce que très tôt j'ai demandé qu'on fasse très vite, qu'on prenne l'initiative pour la nationalité française. Mais pas uniquement de manière opportuniste, mais pour nos enfants. Et j'avais publié un article, Nous sommes français de sang à venir. Et ils m'ont rappelé combien j'avais été agressé, violenté et tout, mais quand même, eux prenaient quand même soin de moi. Et donc ici, quand j'arrive ici, j'ai des pistes et je me retrouve au conseil d'administration du Fonds d'action sociale. Le Fonds d'action sociale, c'était la structure de l'État qui finançait tout ce qui existait en lien avec l'immigration. Tout. Et pour vous dire, Radio Amitié, il y a eu 120 000, 130 000, ni la radio du CAC, aucune radio n'a jamais eu une somme comme ça. Ça n'existe pas, 120 000 francs, c'était hors de propos, c'était juste parce que c'est moi. Pas par copinage, mais parce qu'ils savaient que c'est 42 000 ouvriers, que c'est le monde de Peugeot, et que c'est un enjeu total pour toutes les migrations. Donc Michel Yeyel, qui était le directeur de FAS, il met le paquet comme modèle. Mais les élus ici ne savaient pas ça. Donc la première radio qui est autorisée, c'est Radio Amitié. Vous imaginez? Alors que Radio Amitié était montrée comme communautariste, islamiste, machin, truc, etc., par les élus qui ont écrit partout. Un élu local avec un fonctionnaire local rencontre le patron du FAS, du Fonds d'action sociale, Michel Yeyel, et ils lui disent, ils se plaignent de moi, et ils lui disent, Michel Yeyel est d'origine juive turque ancienne, donc pour vous dire, mais qui est directeur du FAS, donc au ministère, à l'État, et ils lui disent mais oui, mais Carmody, il est intégriste musulman, et il les regarde et il leur dit ah, mais moi aussi je suis intégriste musulman. Si Carmody est intégriste musulman, moi aussi je suis intégriste musulman, qui lui connaissait tout de moi. Voilà. Donc ça, ils ne le savaient pas, les gens d'ici, mais après, quand ils l'ont su, ils en ont profité. Rencontrer Racine, c'est né comme ça. Je travaillais à Belfort, mais j'avais quand même gardé beaucoup de liens de camaraderie avec de toutes les nationalités. Mais en même temps, à l'époque, j'avais commencé à avoir beaucoup de relations avec des élus. Et c'est une femme, Marcelle Pujol, qui est d'origine pied-noir, elle aussi, donc qui est très préoccupée par ça, qui était venue me voir en me disant « Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose à Audincourt et tout ?» Je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Et elle a eu l'idée sur une rencontre Racine, on devrait écrire sur une idée originale de Marcelle Pujol. Sauf que Marcelle Pujol n'arrivait pas à structurer ça elle-même, ni avec les services, ni rien. Donc il nous paye. Il paye la maison de la Méditerranée, moi. Il paye la structure pour que moi, je fasse un rapport de création de rencontres Racine. Donc le premier rapport, elle nous avait bien payé. Le premier rapport, le premier rapport municipal pour dire on crée la rencontre Racine, en annexe, il y a mon rapport qui définit Rencontre Racine tel que vous le connaissez. Mais j'avais beaucoup travaillé avec Marcelle Pujol pour voir ce qu'elle veut, avec Paganelli au dernier, mais avec Martial Bourquin, avec Gérard Bailly, les fonctionnaires, avec les directeurs des affaires culturelles. Donc j'avais vraiment fait le tour des gens pour voir un peu comment on peut améliorer ça. J'avais aucune idée de lieu ni rien. Marcel Pujol non plus. Donc c'est petit à petit que c'est venu ici et quel charme, quelle émotion la première fois quand Rencontre Racine est là. Et les premières années, pour la petite anecdote, dans les premières années, toutes les conférences, les 3 premières années ou 4, toutes les conférences de presse annonçant que Rencontre Racine aura lieu à telle période, chaque adjoint au maire, chaque fois qu'un adjoint au maire, j'étais à côté de lui. Donc voilà, pour dire que je suis resté chargé, pas moi, ma structure, mais bon, comme j'étais directeur, d'organiser des conférences, d'aider les associations immigrées à avoir de bons stands,
à leur trouver des livres, que ce soit de la culture, que ce ne soit pas juste de la bouffe et de la picole. Et voilà, aider la bibliothèque, proposer des conférences pour la bibliothèque, où je suis ici. Salut à toi. Moi, je suis arrivé en 71 à Besançon. Et en 71, on est encore dans l'esprit de mai 68. Donc moi, j'arrive dans une France généreuse, incroyable. Et donc j'étais interne, mais j'allais chez mes camarades et tout, chez eux. Mais aussi, c'était aussi la liberté sexuelle, la liberté politique. Après, très vite, il y a eu les LIP, il y a eu l'Alstom avant. Donc il y a eu beaucoup de luttes. J'arrive, le Larzac après. Donc j'arrive dans une période où le peuple de France est très, très mobilisé sur des questions comme ça, y compris sur des questions d'écologie à l'époque. Donc j'arrive dans un pays très généreux et je m'en fais le mien. Et dans ma tête, les Giscard machin, c'était les valets de l'impérialisme. Mais moi, c'est le peuple de France. Donc j'ai très vite pris racine ici. Je l'ai toujours dit, je me dois de le dire, je n'ai jamais eu de toute ma vie, donc de 50 ans de présence ici, un acte raciste vis-à-vis de moi. Jamais. Même pas une parole. Salara ou quoi. Jamais. Alors, je vais vous dire brièvement ce que je faisais. Quand arrivait l'été, je partais en stop, sans le sou, et les gens m'accueillent. Bon, quand j'allais sur les plages, je vendais des glaces pour gagner de l'argent pour aller danser le soir dans les dancing en dragon, les filles, avec d'autres. Mais je vais vous raconter juste si je dois résumer la France, en une anecdote. Je reviens en stop avant Lyon, et un jeune, donc j'ai 22 ans, 21 ans, 22 ans, et un jeune de 30-35 ans, mais qui était donc mon aîné, me prend dans une voiture, une belle voiture. Il devait bosser avec un BTS ou un DUT ou quelque chose comme ça. Et donc je dis, Mustapha, je viens de Dijon, je fais l'école supérieure de commerce, voilà. Et lui, il dit, je ne sais pas quoi, voilà. Et à l'arrivée à Lyon, vous voyez, j'ai de l'émotion pour ça. Il me dit, mais où est-ce que tu vas comme ça, le soir tombe? Je lui dis, je ne sais pas, il me dit, viens à la maison. Viens dormir chez moi et demain, tu feras du stop. À l'époque, je n'avais aucun souci, mais quand même, j'étais grand, beau, androgyne, les cheveux longs, donc j'attirais les homos. Donc je me dis, voilà, c'est encore un homo et tout, mais quand même, j'étais coincé, donc je vais chez lui, ce n'était pas un homo. On a bu des bières, on a écouté les Pink Floyd, les machins comme ça, il avait des vinyles, et je dors sur le canapé, c'était agréable. On a parlé beaucoup, c'était un gars plutôt de droite, quand même, hein. Et je ne cachais pas mes opinions politiques, quasiment d'extrême gauche. Mais quand même, voilà. Et le matin, en partant, il m'a dit, je pars très tôt, donc tu restes au lit, tranquille, tu prends ta douche, je te ferai du café, et en partant, tu tires la porte. Tout ce qu'il savait, c'est Mustapha, école de commerce, Dijon. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son petit appart, un tout petit? Il y avait une collection de montres et une collection d'appareils photo. Je pouvais prendre juste une montre, ou deux. Ça, c'était la France pour moi. Qu'on n'a plus... Elle existe sûrement quelque part, mais elle est moins présente que de ma jeunesse à moi. Moi, de toute ma vie, j'ai été servi. Je veux dire, même ici, même après l'adversité, les élus locaux, même qui étaient très agressifs avec moi, m'ont beaucoup aimé. J'avais organisé un colloque pour le maire de Bettencourt, alors qu'il avait dit des sottises sur les immigrés turcs horribles. J'avais eu de bonnes relations, y compris avec des gens comme Guy Bech ou l'autre maire, c'était qui? Je ne me rappelle plus. Donc, je veux dire, après, même avec Denis Sommer, qui avait été très... Avec tous ces gens-là, j'avais eu par la suite, j'étais très, très aimé par eux, très proche d'eux, d'amitié. Je suis capricieux, je suis rentre dedans, je suis comme ça. Et puis après, voilà, j'ai été servi, toujours. Ici, à Montbéliard, après l'adversité et tout, les gens, j'ai vraiment été aimé, je me suis vraiment senti chez moi, chez tous les immigrés, toutes les nationalités.
dans le peuple local, chez les gens locaux ici, les élus. D'abord les élus d'origine étrangère comme Paganelli, comme Castioni, comme d'autres, mais aussi d'autres élus, y compris ceux qui avaient le plus de réserve sur moi. Voilà, j'étais vraiment adopté, je me sentais vraiment chez moi. Voilà, ici, à Belfort, vraiment, je me suis senti chez moi. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça m'a mis dans ma vie en dette. Tout ce bonheur que les gens m'ont donné, ça m'a toujours mis en dette. Être pris en stop pendant toute l'Europe, je suis en dette de ça. J'ai dormi chez des gens qui, comme tu dis, tu me demandes si je l'ai retrouvé, j'ai dormi chez des gens qui ne savaient rien de moi, des gens me payaient à manger, enfin bref, j'ai toujours été pris en charge et je suis en dette. Je prends tout le temps les gens en stop. Et pour parler un peu actualiser, aujourd'hui, quand je dis aux gens, je prends tout le monde en stop, ils disent « Ah oui, mais quand même, il y a Jean et Jean ». Je lui dis « Oui, mais moi, j'étais dans le pire. je faisais du stop, je n'avais pas pris de douche, je n'avais pas mangé, je dormais dehors et les gens me prenaient. Donc, il faut que je prenne ceux qui sont comme j'étais. » Voilà. Moi, j'ai toujours été passionné par l'écriture. Donc, ma raison d'être, c'est d'écrire. Et ce n'est pas uniquement pour le plaisir, c'est parce que j'ai toujours eu une forme, je suis hypersensible, une forme d'autisme, et du coup j'ai toujours eu besoin de recomposer la réalité mentalement, avec des histoires fictives ou réelles. Il y a des histoires que je me suis reconstruites et que j'ai cru après que c'était vrai moi-même. Et donc, depuis que je suis à la retraite 8 ans, enfin on va dire depuis 15 ans, je me suis vraiment consacré beaucoup à l'écriture et depuis 8 ans, je ne fais plus que ça, nuit et jour. Et j'ai la chance de publier tout ce que j'écris, quand même, c'est important. Et je suis assez déconnecté de la vie politique, de la vie associative, même si je suis adhérent, même si je vais dans des réunions publiques, je ne vais pas dans les réunions les âgés, mais dans les réunions publiques. Et moi, j'ai le sentiment qu'on a bousillé beaucoup de choses, collectivement. Qu'on a bousillé la vie. Par moments, je ne me sens plus solidaire de l'homme. C'est très compliqué à dire, mais quand on voit ce que l'homme a fait de la nature, par moments, moi qui suis d'origine rurale, par moments, je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi le conscient? C'est quoi l'intelligence? Ça a servi à quoi? Et puis, donc les seules choses auxquelles je reste sensible, c'est les petites actions que font les gens par-ci et par-là. Bien sûr, je vote, je suis citoyen et tout, mais je n'ai entendu la voix de notre président que 2 fois. Pour vous dire, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, je ne lis pas les journaux, je ne lis même pas le média qui me publie le plus. Voilà. Je suis déconnecté de tout ça pour une raison toute simple, c'est parce que c'est trop violent. L'organisation de l'information n'est plus que violence. Et même quand on sort de la violence, c'est la violence. Les films, c'est la violence. Je veux dire, on est arrivé à un stade où moi, c'est trop violent pour moi tout ça. Je n'écoute pas les débats politiques parce que j'imagine que c'est très violent les uns vis-à-vis des autres. Et voilà. Moi, j'ai la chance d'écrire des choses qui sont publiées, j'ai la chance d'écrire des choses qui sont filmées, qui sont tournées en film, j'ai la chance d'écrire des pièces de théâtre qui tournent partout dans le monde. Donc j'ai la chance de raconter des petites histoires qui plaisent aux gens, aux éditeurs déjà pour les publier, et aux gens. Et j'en suis arrivé à mon âge à dire, bah voilà, ce que j'ai à dire, je le dis là. Donc tu le lis ou tu le lis pas, c'est pareil. Mais quand même, de ce qui se passe sur Terre, je trouve quand même que la France est un pays qui se défend très bien. Je vous dis ça parce que, stupidement, j'habite la Grande Rue à Besançon, qui donne sur la rue piétonne,
Et 2 fois par semaine, au moins, il y a une manif. Mais des fois, il y a 15 clampins. Et j'ai une dette sur ça, parce que j'avais beaucoup manifesté. Donc, presque toutes les semaines, je publie sur ma page Facebook « Besançon rebelle », plof, la photo ou la vidéo. Et par exemple, moi, je suis vacciné parce que j'ai besoin d'aller au théâtre, au cinéma, machin. Si ce n'était pas obligatoire, je ne me serais pas vacciné. Mais bon, je suis vacciné parce que j'ai besoin de ça. Mais je ne crache pas sur ceux qui se vaccinent ou qui demandent à être vaccinés. C'est normal. Voilà, il y a des gens qui se vaccinent, d'autres pas. Voilà. Mais cette histoire de passe m'émeut. M'émeut, non pas moi, mais m'émeut de voir toutes les semaines des centaines, et avant c'était des milliers, de jeunes protester en bas. Et je peux ne pas être d'accord avec eux, ou c'était du temps des gilets jaunes et tout, voilà. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est quand même émouvant, quoi. Et parfois je dis, ça c'est la France. Je ne sais pas si vous connaissiez cette vieille pub, ça c'est Paris. C'était sur les trucs de boîte de nuit ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus quoi. Et des fois, je dis, je publie une vidéo avec des gens qui hurlent, ça c'est la France. Ou Besançon rebelle. Quand même, donc je trouve que c'est un pays qui quand même continue à débattre, beaucoup, discuter, même si ce qui est posé aussi aujourd'hui, c'est la dispersion. C'est-à-dire que, je vais le dire de manière très brutale, cette civilisation, elle nous met dans l'impasse parce qu'on n'a plus d'horizon. On ne peut même plus dire qu'est-ce que ça va être la France dans 1 an, dans 2 ans. Même les gens qui sont révolutionnaires, ils ne peuvent pas dire la révolution va venir dans 10 ans. On a un horizon qui est très proche et très mécanisé. Et voilà. Moi, par exemple, j'ai 69 ans, j'ai une trouille bleue d'avoir un accident. J'ai un papier sur moi qui dit ne me harcelez pas, ne vous acharnez pas sur moi, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent, comme je suis très protégé par mes mutuelles et tout, ils peuvent me mettre dans le coma, ils peuvent me garder pendant 10, 15, 20 ans en légumes, parce que ce qui compte, ce n'est pas moi, c'est le corps, et ça rapporte à l'hôpital tant et tant. Voilà, je caricature en disant des choses comme ça. Il y a cette matérialité de la vie, les gens sont aigris. Moi, je suis très romantique, donc j'écris des histoires d'amour, tout le temps, mais d'amour total. Et comment dire ? Pour moi, l'amour, c'est l'amour absolu. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis la violence. Je veux dire, il y a longtemps que j'ai arrêté d'écrire des articles de dénigrement, de dénonciation et tout, parce que je rajoute de la violence à la violence. J'écris de l'amour, j'écris sur l'amour. Et je pense qu'on manque d'amour. Mais quand même, je suis un doux rêveur pour mon environnement. Mon environnement est fait de femmes. 95% de mon environnement, c'est des femmes, adultes. Mais même des femmes, elles me prennent un peu de pitié, mais voilà, je suis juste un doux rêveur. Et c'est ça. Le monde manque de rêves. Le monde actuel manque de rêves, et c'est pour ça qu'il va au casse-gueule. Quand je suis arrivé en France, j'avais 18 ans, je suis venu seul après mon bac. Et toute ma famille est restée au Maroc. Et je suis l'un des plus... On est 10, je suis l'avant-dernier. Donc je suis vraiment le plus jeune. Comme j'ai toujours été un peu autiste, un peu spécial comme ça, j'ai été brillant à l'école. Donc voilà, j'ai toujours été brillant à l'école parce que la réalité m'agressait trop et c'était pour moi une sorte d'échappatoire. Mais ma famille est restée au Maroc, toute ma famille qui m'aimait, qui me protégeait est restée au Maroc. Et de 20 ans à 40 ans, je ne les ai plus revus. À cause de Hassan II, qui avait arrêté mes camarades, torturé, on parlait de Sarfati et d'autres, voilà, assassiné et tout. Donc voilà, pour des raisons politiques, je veux dire, moi je n'ai jamais prôné la violence, mais voilà, un tract et tu passes 5 ans de prison sous Hassan II, qui était l'ami de la France, et, enfin de nos dirigeants. Et ça m'a appris à rompre avec les liens familiaux. Avec cette histoire-là, ce long exil, j'ai coupé l'idée, j'ai perdu la notion de famille.
Au bout de 4-5 ans, plus personne ne me manquait à part ma mère. Il y a 3 ans, une de mes sœurs, donc tout le monde est vieux, ils m'ont dit « Mais qui te manque? Personne ne te manque au Maroc ?» J'ai dit « Si, ma mère. » Ils disent « Mais elle est morte il y a longtemps. » J'ai dit « Mais elle me manque. » C'est tout. Il y a ma mère, parce qu'on était liés d'amitié, elle me racontait des histoires pour quand j'étais paumé, perdu et tout de suite elle me cadrait en me racontant des contes, des histoires. Je suis écrivain, probablement, grâce à elle. Et donc cette idée de famille, je l'ai perdue un peu. Même l'idée de patrie, etc., je veux dire, j'aime ce pays. Mes articles sont très, très violents sur cette société. J'en ai parlé tout de suite. Donc j'ai des articles, pas violents, mais qui sont extrémistes, qui disent c'est fini. Et une journaliste me dit « Mais vous êtes tellement violent contre cette civilisation, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la civilisation dans laquelle vous auriez aimé vivre là ? Je veux dire la chinoise, la pharaonique, la grecque, la romaine, la musulmane du temps de Bagdad. » En fait, elle voulait juste que je dise Bagdad, parce que j'avais écrit un roman autour du Xe siècle, qui fait éloge de cette période et tout. Et je lui dis non, les conditions idéales pour moi, c'est ici et maintenant, et avec ces gens-là, dont je dis, bah, c'est eux les miens. C'est ça, pour répondre à l'idée de famille, d'appartenance. J'ai écrit une pièce de théâtre où un homme, par rapport à d'origine étrangère, vieux, qui discute avec un jeune issu de l'immigration, violent, enragé et tout, et il lui parlait de ça, l'identité. Il lui dit, je suis d'ici parce que j'ai fait toute ma vie d'ici. Mais je suis aussi de là-bas parce que j'ai tous mes souvenirs de là-bas. Je suis aussi de tous les pays que j'ai visités. Et moi, j'ai visité tous les pays que je pouvais. J'ai voyagé. Je veux dire, les 20 années d'exil, la famille a disparu de mon cœur comme ça, mais j'ai eu des amitiés, des amours à Lisbonne, à Istanbul, à Rome, à Naples, à Amsterdam, à Berlin, à Genève. J'ai voyagé partout et j'ai fait des amitiés et de la famille partout. Donc, et ce homme-là, il dit, je suis aussi des pays que j'ai visités, ne serait-ce que d'une semaine, et que j'ai aimé. Et il lui dit, et je suis même des pays dont je rêve de visiter. Donc, ma trajectoire fait que je suis enraciné ici, c'est ma langue, j'écris qu'en français, donc, et c'est ma façon d'être, je suis d'ici, mais en même temps, on ne me la fait pas. J'ai rompu avec un homme politique sur une question toute simple, le lien entre la question sociale et la question nationale. C'est Jean-Pierre Chevènement, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Quand il se présentait aux élections présidentielles, j'étais intéressé, bien sûr, sur les questions d'immigration et tout, voilà. Mais quand même, très vite, je découvre que dans le cabinet de campagne qu'il a, il y a des gens qui lui viennent de Devilliers. Je crois que c'était le directeur de cabinet de Devilliers qui est dans la campagne de Chevènement. Et donc j'avais publié un article assez agressif sur ça, sans le citer, mais quand même, je crois que Le Monde a rajouté son nom. Et tout ça pour vous dire une chose, pour moi, la question nationale ne doit jamais l'emporter sur la question sociale. Quand je vous ai parlé de mon exil de 20 ans, c'est parce que j'ai soutenu un petit peuple de rien du tout, les Sahara. Parce que j'étais contre l'annexion du Sahara par l'État marocain et par le peuple marocain. C'est un petit peuple de rien du tout qui sont faits de réfugiés et tout. Ça m'a valu 20 ans. C'est ça, être sensible à la question sociale ou plutôt qu'à la question nationale. Rien ne me manquera. Partout où je suis, j'ai toute ma vie sur moi. Mes rires et mes larmes, mes rêves à venir, mes vies d'autrefois. Partout où j'aime, j'ai tous mes amours sur moi. Ceux que j'ai aimés, je les aime toujours, comme d'une première fois. Partout où je me perds, j'ai des souvenirs de toi. Mon étoile du berger,
Qu'importe le chemin, il mène toujours à toi. Partout où je vais, j'ai toute ma vie sur moi. Je peux ne pas revenir. Rien ne me manquera. Mustapha Kermoudi.